Chers élèves, salam alaikum. Toujours dans le cadre du chapitre 2, c'était la communication nerveuse. Et après avoir traité la première question concernant les caractéristiques du nerf dans la première vidéo, aujourd'hui on va essayer de répondre à la deuxième question concernant l'influx nerveux. Donc, chapitre 2, toujours la communication nerveuse. Grand 2, nature du message nerveux. Ce message nerveux est caractérisé par deux phénomènes. On a des phénomènes électriques avec lesquels on va commencer, et un autre type de phénomènes, ce sont les phénomènes ioniques. On va commencer par les phénomènes électriques. Donc petit 1, phénomène électrique accompagnant l'activité du nerf. Pour mettre en évidence l'activité électrique du nerf, on peut utiliser l'oscilloscope ou le galvanomètre. Donc on a deux instruments qu'on peut utiliser, l'oscilloscope ou le galvanomètre. Donc on commence par l'utilisation du galvanomètre, document 7. Le galvanomètre, comme vous le voyez, est sur la figure A. Donc c'est un instrument qui nous permet de déterminer, de mettre en évidence l'activité électrique du nerf. Donc, et qui permet de déterminer la DDP électrique entre deux milieux. Donc pour notre manipulation, donc en absence de l'excitation, on fait la manipulation représentée ci-dessous. Analyser ces résultats. Que pouvez-vous conclure? Donc on va commencer, avant de voir la réponse, on va analyser les résultats qu'on a sur le document. Donc pour le premier cas à droite, donc les deux électrodes réceptrices sont sur le nerf, bien sûr la fibre. Donc le résultat, c'est, donc on constate que l'aiguille du galvanomètre reste stable à 0. La même chose pour le deuxième cas. Quand on met les électrodes réceptrices A et B à l'intérieur de la fibre, on a toujours l'aiguille qui reste stable à 0. Pour le troisième cas, l'électrode A est à l'intérieur de la fibre, et l'électrode B est à l'extérieur, ou bien à la surface de la fibre. On remarque en ce cas que l'aiguille a dérivé vers la gauche, donc elle n'est plus stable à 0. Donc il note c'est-à-dire une DDP différente de 0. Pour le quatrième cas, c'est la même chose. Donc l'électrode B est à l'intérieur de la fibre et l'électrode A est à l'extérieur de la fibre. Donc on remarque que l'aiguille a dévié, a dérivé vers une valeur différente de 0. Donc pour l'interprétation de ces résultats, pour les deux premiers cas, c'est-à-dire le premier et le deuxième cas, on n'a pas de DDP, c'est-à-dire l'aiguille reste à 0. Donc on peut conclure que tous les points de la surface de la fibre ont la même charge. Donc ils ont la même charge. Ça, c'est pour le premier cas. Pour le deuxième cas, on peut conclure que tous les points de l'intérieur de la fibre ont la même charge. Pour le troisième et le quatrième cas, on remarque qu'on a une différence de potentiel entre la surface et l'intérieur de la fibre. Donc il y a une DDP, une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la fibre nerveuse. Donc les réponses dans le premier cas et le deuxième cas, et lorsqu'on met les électrodes A et B à l'extérieur ou à l'intérieur du nerf, on observe que l'aiguille du galvanomètre reste stable à 0.
dans le troisième et le quatrième cas. Et lorsqu'on met l'électrode A et B, l'un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur du nerf, on observe que l'aiguille du galvanomètre dérive à une valeur différente de 0. Donc, conclusion, on peut conclure que tous les points de la surface du nerf ont le même potentiel électrique, c'est-à-dire la même charge. Le premier et le deuxième cas. Et de même pour tous les points de son intérieur, c'est-à-dire le troisième et le quatrième cas. Le deuxième instrument qu'on peut utiliser, c'est l'oscilloscope. Il nous permet la mise en évidence du potentiel de repos et du potentiel d'action d'un nerf ou d'une fibre. Donc ces deux types de potentiels sont caractéristiques de la fibre nerveuse ou du nerf. Donc on va voir maintenant le premier type, c'est le potentiel de repos. Après on va voir le potentiel d'action. Donc la mise en évidence du potentiel de repos d'une fibre nerveuse, document 8. Donc document 8, si on utilise l'oscilloscope, on peut représenter le dispositif expérimental par le schéma ci-dessous, c'est-à-dire la figure A. Donc la figure A, donc regardez sur la figure A, on a deux électrodes stimulatrices liées à un stimulateur, c'est-à-dire deux électrodes qui peuvent nous donner une excitation du nerf ou de la fibre, et deux électrodes réceptrices R1 et R2 qui sont liées aux deux plaques horizontales de l'oscilloscope. Donc ces deux plaques, on l'a déjà vu pendant la première vidéo. On passe à la manipulation. En absence de l'excitation, on fait la manipulation suivante. Donc, avant de stimuler, c'est-à-dire au temps T0, début de la manipulation, on pose les deux électrodes à la surface de la fibre nerveuse. Donc, sur notre schéma, on a, c'est-à-dire l'autre manipulation, donc on n'avait pas l'espace de représenter les deux schémas. Donc, pour le premier cas, donc au temps T0, les deux électrodes R1, ils sont tous à la surface. Donc la figure A représente l'autre manipulation du temps T1. On va le voir par la suite. Donc R1 et R2 sont à la surface de la fibre nerveuse. Au temps T1, R2 est à l'intérieur de la fibre et R1 est à la surface de la fibre, comme vous le voyez sur la figure 1. Les résultats obtenus seront présentés par la figure B. Analysez et interprétez les résultats obtenus. Que pouvez-vous conclure? Donc, au temps T0, qu'est-ce qu'on obtient sur la figure B? Au temps T0, on obtient sur l'écran de l'oscilloscope un trait horizontal au niveau de 0. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de DDP. Donc, au temps T0, quand les électrodes R1 et R2 sont à la surface et c'est-à-dire on n'a pas la stimulation, le spot lumineux marque un trait horizontal au niveau de 0, donc là, dans la valeur 0. Donc, c'est-à-dire on n'a pas c'est-à-dire la DDP est égale à 0 entre les deux électrodes R1 et R2 qui sont à la surface dans ce cas-là. Dans le deuxième cas, quand on met l'électrode R2 à l'intérieur et R1 reste à l'extérieur, qu'est-ce qu'on remarque à T1? Le spot lumineux dérive vers la plaque P2, c'est-à-dire il nous donne une valeur moins 70 millivolts, donc une DDP égale à moins 70 millivolts. Donc, puisque le spot lumineux dérive vers P2, donc P2 est positif, car le spot lumineux est constitué d'électrons, et les électrons, ils sont chargés négativement. Donc, au début, ils étaient entre les deux plaques,
autant T0 ils étaient entre les deux plaques, donc un trait horizontal, mais à T1 on remarque que le spot lumineux a dérivé vers la plaque P2 qui est positif, d'où, c'est-à-dire la plaque P1 il est négatif. Donc la plaque P2 il est liée à l'électrode réceptrice R1, donc la surface de la fibre il est chargée positivement et l'intérieur de la fibre il est chargé négativement. Donc on peut conclure que d'après ces résultats que à la surface de la fibre on a des charges positives et à l'intérieur de la fibre on a des charges négatives, et les deux, c'est-à-dire les deux milieux, ont un potentiel est égal à moins 70 millivolts. Donc la réponse, autant T0 les électrodes R1 et R2 sont à la surface de la fibre nerveuse. L'enregistrement obtenu sur l'écran de l'oscilloscope est une ligne horizontale qui passe par 0. Cela signifie que le spot lumineux n'a pas dérivé, donc la DDP entre P1 et P2 liés à R1 et R2 est nulle. Donc la DDP est égale à 0 mV. Autant T1, l'électrode R2 est à l'intérieur de la fibre nerveuse et R1 est à la surface de la fibre. L'enregistrement obtenu sur l'écran de l'oscilloscope indique une DDP est égale à moins 70 mV. Cela signifie que le spot lumineux a dérivé vers la plaque P2 liée à R1 qui est positivement chargée, car les électrons sont chargés négativement. La plaque R2 est négativement chargée. Donc la conclusion, on peut conclure que la surface du neurone, bien de la fibre, est chargée positivement, alors que l'intérieur est chargé négativement. Donc le schéma que vous voyez représente la polarité de la fibre nerveuse. Donc quand vous voyez, donc je lis c'est-à-dire l'explication du schéma. Le schéma ci-dessous représente la polarité électrique de la fibre nerveuse en cas de repos, c'est-à-dire en absence de toute excitation. C'est-à-dire si la fibre n'est pas excitée, on a toujours des charges positives à l'extérieur et des charges négatives à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle la polarité de la fibre. En effet, la surface de la fibre nerveuse est chargée positivement alors que l'intérieur porte des charges négatives. Cette différence, c'est-à-dire la différence du potentiel électrique entre la surface et l'intérieur de la fibre nerveuse, s'appelle le potentiel de repos et sa valeur est égale à moins 70 mV. Ce potentiel, on peut l'appeler encore le potentiel membranaire. Après avoir vu le potentiel de repos, on passe au deuxième type de potentiel qui est le potentiel d'action. Et on va commencer par le potentiel d'action diphasique. Figure 9, document 9 et document 11. Donc le document 9, mise en évidence du potentiel d'action diphasique. Pour étudier le potentiel d'action, on met une fibre de calmar dans une cuve anaire liée à deux électrodes de stimulation S1 et S2 et deux électrodes de réception R1 et R2. Le tout est lié à un oscilloscope. Donc figure A. Ou bien, donc on va voir la figure A. Donc on a deux électrodes de stimulation liées à un stimulateur qui est dans l'excitation et deux électrodes réceptrices d'enregistrement. Donc R1 est lié à P2, la plaque horizontale d'en bas, et R2 est lié à la plaque horizontale d'en haut. Donc les deux plaques de l'oscilloscope, les deux plaques horizontales de l'oscilloscope. Les deux électrodes réceptrices sont à la surface de la fibre. Donc on revient à notre document. Expérience 1. Au temps T0, on pose les électrodes R1 et R2 à la surface de la fibre. Donc on pose les électrodes tout d'abord à la surface
Et au temps T1, on applique une excitation efficace. C'est-à-dire à partir du stimulateur, on applique une excitation qui est efficace, c'est-à-dire qui peut donner une réponse. L'enregistrement obtenu est représenté par la figure B. Donc, d'après les questions, que représente l'enregistrement obtenu? La deuxième question, expliquez les phases de cette activité électrique en utilisant les données du document 11. Donc, pour expliquer l'enregistrement de la figure B, on va revenir au document 11. Donc, la question 1, on va répondre tout d'abord à la question 1. Donc, représente l'enregistrement obtenu. Donc, quand vous voyez, on a deux phases qui sont opposées. Deux phases, donc une courbe qui a deux phases qui sont opposées. C'est pour cela, on va appeler ce potentiel un potentiel d'action, c'est-à-dire c'est un potentiel obtenu après excitation diphasique, donc qui contient deux phases qui sont opposées. Et pour expliquer les phases de cette activité électrique, on va le partager en plusieurs phases. Donc on a la phase A, la phase AB, la phase BC, la phase CD, la phase DE et la phase EF. Donc la phase A, la phase AB, la phase BC, la phase CD, la phase DE et la phase EF. Et pour expliquer ces phases, on va voir le document 11. Donc voilà le document 11. Schéma explicatif des différentes phases des potentiels d'action diphasique. Le schéma, ou bien les schémas ci-contre représentent les différentes phases du potentiel d'action diphasique. En vous aidant de ces schémas, expliquez les enregistrements obtenus dans l'expérience 1. C'est-à-dire c'est ce qu'on a représenté par la figure A et la figure B. Donc on va commencer par la phase 1. La phase 1, comme vous voyez, on a une stimulation. Donc cette stimulation se traduit, donc entraîne une dépolarisation de la membrane de la fibre nerveuse, c'est-à-dire la surface chargée négativement et l'intérieur est chargé positivement. Cette dépolarisation se propage, c'est-à-dire se déplace le long de la fibre nerveuse. C'est ce qu'on appelle l'influx nerveux. C'est-à-dire l'influx nerveux se traduit par une onde qu'on appelle onde de négativité qui se déplace le long de la fibre nerveuse. Donc au moment de l'excitation, comme vous voyez sur l'oscilloscope, on a le signal A. Le signal A, c'est un signal qui nous indique que le moment de la stimulation. Et on le note A, comme vous le voyez sur la figure B, on le note A. A s'appelle l'artefact de stimulation. Pour que cette onde de négativité arrive à R1, donc il lui faut un temps qu'on appelle le temps de latence et qu'on note sur la figure B, AB. C'est la phase petit a, petit b. On passe à la phase 2. Donc la phase 2, quand vous voyez l'onde de négativité est arrivée à R1, R1 est chargé négativement, donc P2 va être chargé négativement, et comme vous voyez, le spot lumineux, c'est-à-dire les électrons, dérive vers P1 qui est, elle, il est encore chargé positivement. Donc cette phase qu'on note BC sur la figure B s'appelle la phase de dépolarisation de l'électrode R1. On passe à la phase 3. Donc la phase 3, comme vous voyez, l'onde de négativité est entre R1 et R2, c'est-à-dire il dépasse R1, il est entre R1 et R2. R1 est devenu
positif, donc la plaque P2 prend une charge, est devenue positive. La plaque P2 prend une charge positive, donc le spot, comme vous voyez, le spot lumineux revient à sa valeur initiale qui est 0. Donc cette phase, qu'on note, donc on la note CD sur la figure B, et qu'on appelle la phase de repolarisation. Donc R1 se repolarise, donc regagne sa polarisation initiale, donc c'est la phase de repolarisation de R1. On passe à la phase 4. La phase 4, comme vous voyez, l'onde de négativité arrive à R2. R2 prend une charge négative, puisqu'il est lié à P1, donc P1 est négatif et P2 il est positif, donc le spot lumineux va dériver vers P2. Donc cette phase, c'est la phase DE sur le schéma de la figure B, c'est la phase DE. Cette phase s'appelle la phase de dépolarisation de R2. On passe à la dernière phase, c'est la phase 5. Donc la phase 5, comme vous voyez, donc c'est l'onde de négativité dépasse R2. R2 reprend sa charge positive. Donc la plaque P1 est devenue maintenant positive. Donc le spot lumineux revient à sa valeur initiale qui est 0. Cette phase qu'on note EF sur la figure B s'appelle la phase de repolarisation de R2. Donc c'est ça, ce sont les phases du potentiel d'action qui est déphasique. Donc je récapitule. On a A, c'est le signal qui marque le moment de la stimulation, c'est l'artefact de stimulation. A, B, c'est le temps de latence, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que l'onde de négativité arrive à R1. BC, c'est la phase de dépolarisation de R1. CD, c'est la phase de repolarisation de R1. DE, c'est la phase de dépolarisation de R2. Et EF, c'est la phase de repolarisation de R2. Donc voilà les réponses. Expérience 1, document 9 et 11. Donc la première question, on avait dit que l'enregistrement obtenu représente un potentiel d'action diphasique. Pour la deuxième question, on va parler des phases de ce type de potentiel. On peut diviser l'enregistrement en phases suivantes. La phase 1, l'excitation provoque une zone de dépolarisation, inversion brève de charge électrique de part et d'autre de la membrane de la fibre nerveuse, qui se propage le long de la fibre sous forme d'une onde de négativité. On parle de l'influx nerveux. Les électrodes R1 et R2 enregistrent un signal au moment de l'excitation appelé artefact de stimulation ou bien d'excitation qu'on note à θ. Pour que l'onde de négativité arrive à l'électrode R1, il lui faut une durée appelée temps de latence qu'on note AB. La phase 2, arrivée de l'onde de négativité à R1, dépolarisation de R1, P2 chargé négativement, le spot lumineux dérive vers la plaque P1 qui est chargée positivement. On parle de la phase de dépolarisation de R1 qu'on note BC. Donc phase 3. L'onde de négativité entre R1 et R2, repolarisation de R1, P2 chargé positivement. Le spot lumineux revient à 0. On parle de la phase de repolarisation de R1 et qu'on note CD. La phase 4, arrivée de l'onde de négativité à R2, dépolarisation de R2, P1 chargé négativement. Le spot lumineux dérive vers P2 qui est chargé positivement. On parle de la phase de dépolarisation de R2 et qu'on note DE. La phase 5, l'onde de négativité dépasse R2, repolarisation de R2, P1 chargé positivement. Le spot lumineux revient à 0. On parle de la phase de repolarisation de R2 et qu'on note EF.
On passe maintenant à l'autre type de potentiel d'action, c'est le potentiel d'action monophasique. Document 10 et 11. Expérience 2. Au temps 0, on introduit l'électrode R1 à l'intérieur de la fibre et on laisse R2 à un potentiel constant. L'électrode, c'est une électrode de référence, voir figure A. Donc on va voir la figure A. On a S1 et S2 liés à un stimulateur, ce sont les électrodes de stimulation. R1 est à l'intérieur de la fibre et R2 est à un potentiel, elle est à un potentiel constant, donc il reste toujours constant, donc son potentiel reste toujours constant. Au temps T1, on applique une excitation efficace. L'enregistrement obtenu est représenté par la figure B. Donc la question 3, que représente l'enregistrement obtenu? La question 4, expliquer les phases de cette activité électrique en utilisant les données du document 11. Donc, pour la troisième question, donc après excitation, on a obtenu une courbe qui représente une seule phase. Donc le potentiel ou bien l'enregistrement obtenu s'appelle le potentiel monophasique. Pour la question 4, on va expliquer les phases de cette activité à l'aide en utilisant c'est-à-dire les données du document 11. Donc voilà le document 11. Schéma explicatif des différentes phases du potentiel d'action monophasique. Les schémas ci-contre représentent les phases du potentiel d'action monophasique. En vous aidant de ces schémas, expliquez l'enregistrement obtenu dans l'expérience 2. Donc avant d'expliquer les 4 phases que vous voyez sur le document 11, on va voir un peu la figure B. Donc avant T0, on observe que le spot lumineux nous donne, nous donne une ligne horizontale au niveau de 0, c'est-à-dire que la DDP avant T0, c'est-à-dire T0 avant d'introduire R1 à l'intérieur de la fibre, donc le spot lumineux nous indique un potentiel qui est égal à 0. Après l'introduction de R1 à l'intérieur de la fibre, le spot lumineux dérive vers la plaque P2, donc il nous donne un potentiel qui est égal à moins 70 mV, c'est le potentiel de repos. Donc après T1, après stimulation, au moment de l'excitation, comme vous voyez donc sur la phase 1 du document 11, donc la stimulation provoque une inversion de charge au niveau de la membrane de la fibre. Cette inversion de charge se traduit par une onde de négativité qui va se propager le long de la fibre nerveuse. Donc cette stimulation nous donne un signal, c'est-à-dire au niveau du oscilloscope, nous donne un signal qu'on note petit a et qu'on a appelé l'artefact de stimulation. Après ce signal de stimulation, donc l'onde de négativité va prendre un temps pour arriver à R1. Ce temps, il est appelé le temps de latence et qu'on note petit a, petit b sur la figure B. Maintenant, on passe à la phase 2. La phase 2, comme vous voyez, l'onde de négativité est arrivée à R1. R1 prend une charge maintenant positive puisqu'il est à l'intérieur de la fibre, donc il était négatif, donc maintenant il va prendre une charge qui est positive. Donc, comme vous voyez, le spot lumineux va
dériver vers la plaque P1 qui est devenue positive. Donc c'est la phase de dépolarisation de R1 et qu'on note DBC sur la figure B. On passe à la phase 3. La phase 3 se traduit par c'est-à-dire que comme vous voyez, l'onde de négativité dépasse R1, il est entre R1 et R2. Donc R1 va reprendre sa charge négative. P1 est devenu maintenant négatif, donc le spot lumineux va dériver vers sa valeur initiale qui est moins 70 mV. Donc c'est la phase de repolarisation de R1. Pour la phase 4, comme vous voyez, donc maintenant l'onde de négativité c'est-à-dire a dépassé R1 et le spot lumineux a dépassé un peu la valeur moins 70 avant de revenir à sa valeur initiale. Donc c'est la phase DE qu'on note la phase d'hyperpolarisation de R1. Donc cela explique que R1 prend un temps donc avant de revenir à son état initial. Donc c'est la phase de repolarisation ou bien d'hyperpolarisation de l'électrode R1. Donc voilà les réponses. Expérience 2, document 10 et 11. La question 3. L'enregistrement obtenu représente un potentiel d'action monophasique. La question 4. Au temps T0, on introduit R1 à l'intérieur de la fibre. On observe que le spot lumineux dérive vers P2 et on obtient une DDP entre les deux plaques est égale à moins 70 mV qui représente le potentiel de repos. Au temps T1 et après excitation, on enregistre un potentiel d'action monophasique qu'on peut diviser en phases suivantes. Phase 1. L'excitation provoque une zone de dépolarisation, inversion brève de charge électrique de part et d'autre de la membrane de la fibre nerveuse qui se propage le long de la fibre sous forme d'une onde de négativité. On parle de l'influx nerveux. Les électrodes R1 et R2 enregistrent un signal au moment de l'excitation appelé artefact de stimulation qu'on note A. Pour que l'onde de négativité arrive à l'électrode R1, il lui faut une durée appelée temps de latence et qu'on note AB. La phase 2, arrivée de l'onde de négativité à R1, dépolarisation de R1, P1 chargé positivement, le spot lumineux dérive vers P1, on parle de la phase de dépolarisation de R1 et qu'on note PC. La phase 3, l'onde de négativité s'éloigne de R1, repolarisation de R1, P1 chargé négativement, le spot lumineux s'éloigne de P1, on parle de la phase de repolarisation de R1 et qu'on note CD. La phase 4, le spot lumineux dépasse le potentiel de repos, moins 70 mV, avant d'y revenir après un certain temps, on parle de la phase de l'hyperpolarisation de R1 qu'on note DE.